Vous avez été pendant plus de 30 ans journaliste reporter à la télévision. Et grand reporter à la télévision, vous êtes aujourd'hui journaliste indépendante. Vous êtes spécialisée dans le domaine de la santé et en fait, vous avez couvert, vous étiez de tous les combats et de tous les grands événements. Vous avez travaillé sur le sang contaminé, le nuage de Tchernobyl, la vaccination contre l'hépatite B, la grippe H1N1, le Mediator et certainement que j'en oublie. Aujourd'hui, vous alertez plus particulièrement sur l'influence néfaste des perturbateurs endocriniens et sur la censure médiatique qui entoure les questions de santé aujourd'hui dans notre pays et au-delà, mais déjà dans notre pays. Vous êtes aussi auteur. Vous avez dès 2011 publié chez Plomb un livre que vous avez coécrit qui s'intitulait « Le livre noir du médicament ». Et je sais que c'est un livre auquel vous tenez beaucoup et qui mériterait d'être réédité aujourd'hui, qui le sera peut-être. Vous avez... Exactement, parce que c'était un livre qui annonçait, qui reprenait tous les scandales sanitaires qui avaient existé, et ensuite qui annonçait les scandales sanitaires qui allaient venir et qui se sont produits. D'accord. Donc il faut trouver l'éditeur qui va le rééditer. Voilà, c'est Plomb, donc il existe toujours. Hein. Il n'y a plus qu'à. Vous avez également écrit « Se soigner sans médicaments de A à Z » 2019 aux éditions Le Duc, c'était prémonitoire. Vous avez réédité au Cherche Midi en 2024 « Le grand désordre hormonal ». Et votre dernier livre, et on voit la couverture là à l'angle en bas à droite, s'intitule « Fausse pandémie, vrai mensonge » avec un sous-titre important « Comment on vous trompe en 10 leçons ». C'est un livre de cette année, 2025, aux éditions Magnus. Et vous donnez un éclairage percutant sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous étiez là hier et vous allez être 2 fois aujourd'hui. Aujourd'hui, sur ce thème générique de l'éclatement des familles, vous allez nous proposer une intervention qui s'intitule « Coup de force des vaccinations ». Pas du tout. C'est la instrumentalisation de la peur. C'était hier le coup de force. C'est parce que j'ai la feuille d'hier, là. Je vais aller m'asseoir et finir ma nuit. Je vous laisse la parole, Corinne. D'abord, je voudrais remercier Cécile Maïtchak, qui est l'organisatrice de cet événement qui est remarquable. Donc, je suis très honorée qu'elle m'ait demandé justement de faire l'introduction des 3 thématiques de demi-journée. Donc, hier après-midi, ce matin, donc c'est la thématique l'éclatement des familles. Et cet après-midi, ce sera sur la chasse aux sorcières. Donc, merci à l'organisation et merci à tous les bénévoles pour la fluidité, effectivement, et l'organisation qui est remarquable. Donc, je vais commencer. Donc, c'est Cécile qui m'a dit, voilà les... Bon, évidemment, en lien avec ce que j'écris dans mon livre, hein, mais effectivement, c'est Cécile qui a défini tous les thèmes et qui a structuré les 2 journées. Et donc, voilà. Donc, moi, je vous parle de... Donc, j'introduis la thématique sur l'éclatement des familles, qui est en fait permise par l'instrumentalisation de la peur. Donc, comment cette instrumentalisation de la peur, elle est fondamentale dans cette affaire Covid, et elle est voulue et elle est préparée depuis longtemps. Alors voilà, il faut avoir un petit peu de mémoire. Et en 2009-2010, il y a eu la préparation, la première édition, la répétition de ce qui s'est passé avec le Covid, et c'était la grippe H1N1. À l'époque, j'étais donc à TF1, j'ai fait des reportages sur les mensonges de l'OMS. Donc, on pouvait encore dénoncer certaines choses dans les médias dominants, ce qui n'a pas été fait au moment du Covid, mais moi, j'y étais plus. Et j'aurais aimé effectivement voir des reportages un petit peu critiques sur l'OMS au moment du Covid. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, tout ce qui sortait de l'OMS, c'était parole d'évangile. Donc, et même j'ai entendu des journalistes respectables dire « Oui, mais notre travail, quand il y a quelque chose d'important comme le Covid, c'est de relayer l'information du gouvernement. » Bien non, je suis désolée. Le travail du journaliste, c'est pas de relayer l'information du gouvernement, c'est de la remettre en question avec un esprit critique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de la grippe H1N1 qui était la répétition?
je ne sais pas si vous vous en souvenez, la ministre de la Santé, c'était Roselyne Bachelot. Et Roselyne Bachelot avait commandé énormément de vaccins, et les Français n'étaient pas allés se faire vacciner. Seuls 6% de la population s'est faite vacciner à cette époque. Alors que pour le Covid, ça a été à peu près 80%. Donc on peut dire qu'ils ont réussi leur coup. Et lorsqu'elle était passée devant une commission parlementaire, parce que son action avait été jugée néfaste, eh bien, on lui avait demandé, est-ce que vous avez des regrets dans votre gestion? Et elle a dit, ben non, j'ai aucun regret, ou plutôt, oui, j'ai 2 regrets. Donc le premier, c'est que les Français n'ont pas eu assez peur, c'est pour cela qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Voilà. Et le deuxième regret, c'était, la prochaine fois aussi, on va verrouiller Internet. À l'époque, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, mais il y avait Internet. Et donc, ces 2 leçons qu'elle a tirées, mais ce n'est pas elle de toute façon qui est aux manettes au plus haut niveau, c'était ce qui se disait au plus haut niveau, à savoir, il faut que les gens aient plus peur et il faut aussi verrouiller un peu plus les médias sociaux. Et Anthony Fauci, que vous connaissez tous, qui était le monsieur Covid de la Maison-Blanche, lui aussi, il avait fait d'autres conférences où il disait « Le problème, c'est que la grippe ne fait plus assez peur. Les gens n'ont pas assez peur de la grippe. Donc, la prochaine fois, il ne faudra pas que ce soit la grippe, il faudra que ce soit autre chose d'un peu inconnu, d'un peu mystérieux. » Et ils ont sorti le coronavirus. Ben, en fait, coronavirus, c'est le rhume, hein, mais ils travaillaient dessus depuis 2003. En 2003, il y avait déjà eu une première tentative. Et c'est comme ça qu'ils ont instrumentalisé la peur. Et donc cette peur, voilà. Cette peur, elle joue sur un mécanisme et c'est comme une fraude. Ce qui s'est passé, c'est une fraude. Et donc, il y a une cible. J'ai mis des petites souris parce que les souris, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites justement sur le comportement animal. Et comme les humains sont des animaux, eh bien, ces études de réaction face au danger, eh bien, elles prenaient comme modèle donc les petites souris. Et donc, d'abord, ce mécanisme, il fonctionne comment? Et vous allez voir que, je ne sais pas si parmi vous, vous avez entendu parler de la fraude à la carte bancaire, c'est les mêmes mécanismes. Donc, la fraude à la carte bancaire, je vous l'explique après, mais d'abord, je vous dis le mécanisme. La cible, c'est la petite souris, c'est les humains. La première phase du mécanisme de la peur, c'est l'invention de la menace, et donc du danger, ou même l'exagération d'une menace, et donc un réflexe de protection de la cible se rétracte et se protège. Et elle déconnecte le cerveau frontal, celui de la réflexion, et elle active le cerveau limbique, qui est le cerveau reptilien, qui n'a rien à voir avec les reptiliens, mais c'est le cerveau reptilien, qui, lui, va activer les réflexes premiers. Et pour activer cette première phase, il y a ensuite une mise en condition en introduisant un sentiment d'urgence pour qu'on réfléchisse encore moins. Donc, attention, c'est urgent, vite, écoutez ce qu'on va vous dire et faites ce qu'on va vous dire. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est évidemment, quand on a inventé le danger, c'est l'offre de protection. Donc, les autorités, pour contrer la menace qu'elles ont inventée, vont vous proposer une protection et le danger réel va venir de la protection et non pas de la menace inventée, de la menace fictive. Et c'est là que la cible va abdiquer le réflexe d'autodéfense. Il va abdiquer son réflexe d'autodéfense au profit de l'autorité qui lui offre la protection soi-disant protégeante, alors que c'est elle le réel danger, toujours en activant le sentiment d'urgence. C'est pour ça que pendant le Covid, et même au début du Covid, ce qui a été prévu par les autorités et conseillé par l'OMS, c'était de voter des lois d'urgence, de façon à mettre de côté tout le droit naturel et le droit national. Arrive donc la troisième phase, où là, la cible est soumise et on lui fait injecter ce qu'on veut, ingérer, injecter, et en l'occurrence, c'était les vaccins, et voilà. Donc ça, ce sont des exemples de techniques, de mécanismes qui sont utilisés lors des fraudes à la carte bancaire, par la mafia évidemment,
et aussi par les charlatans de foire quand ils vous disent, et l'industrie pharmaceutique qui invente des maladies pour ensuite vous vendre leurs produits. La fraude à la carte bancaire, je ne sais pas si vous voyez comment ça s'est passé. Quelqu'un vous appelle un vendredi soir ou un vendredi dans la journée parce que c'est la veille du week-end et que vous allez avoir peur du week-end et que vos autorités bancaires ne seront pas accessibles. Ils vous appellent, ils vous disent Monsieur Untel, ils vous connaissent très bien parce qu'ils ont justement, ils ont fraudé, donc ils savent ce que vous avez dépensé, quand et avec qui. Vous avez dépensé telle chose hier, telle date, et il y a 15 jours, telle date. Alors vous savez, vous dites, ah ben oui, je suis votre conseiller bancaire, il y a une tentative de fraude sur votre compte en ce moment, et pour empêcher qu'on vous vide votre compte, vous allez faire ce qu'on va vous dire. Sinon, votre compte va être vidé. Donc là, c'est la peur, la rétractation. Et les gens, ils ont tellement peur que tout de suite, ils se disent « Ah, mon compte va être vidé, on va me prendre mon argent. » Donc il y a la sensation de dépossession, donc là, il y a la peur. Et ensuite, vous écoutez le conseiller à la carte bancaire et il vous dit « Bon, alors, maintenant, vous allez vous mettre sur votre ordi et vous allez faire ça, 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 ça. » Et maintenant, on vous envoie un conseiller et vous allez pouvoir... on va bloquer ce danger. Et c'est là qu'ils vous vident votre compte, eux, en vous faisant croire que vous êtes en train de sauver votre compte. Ben non. Mais ils ont activé la peur. Et après, vous pouvez toujours pleurer. Les banques ne vous remboursent pas. Après, donc c'est ça, comme ça se passe exactement comme... C'est comme ça que ça s'est passé, donc, avec le Covid. Et je vous conseille de voir un film qui s'appelle « Mon oncle d'Amérique ». Et toute cette théorisation de la peur et de l'inhibition de l'action, c'est un chercheur qui s'appelait Henri Laborie, qui l'a mis au point, qui a fait des tas d'expériences. Donc je vous conseille de voir le film qui s'appelle « Mon oncle d'Amérique » et de lire les livres de Henri Laborie sur cette question. Parce que tout ça a été préparé de longue date. Une ingénierie sociale, ça se prépare. Et donc, avant même d'en arriver aux 10 astuces qui ont créé l'illusion d'une pandémie, c'est ce que j'explique dans le bouquin, il y a d'abord eu, donc je ne vous parle pas de toute la première phase où ils ont inventé l'épidémie à Wuhan. J'explique comment ils ont inventé une épidémie, comment il y avait 0 mort jusqu'au 12 janvier 2020, et le premier mort est arrivé le 12 janvier 2020, en même temps que, miraculeusement, le code génétique du virus, ainsi que le lendemain, la mise au point d'un vaccin. Donc, par les autorités américaines qui avaient déjà aussi prévu le coup, et en liaison avec les Chinois. Donc tout ça s'est fait ensemble. Donc je ne vous parle pas de la première phase de la création de la peur, je vais juste vous lire la phrase de la Batwoman, Madame Xi, j'explique tout ça dans le livre. Cette dame, c'est elle qui a mis au point, avec d'autres chercheurs, le virus, qui est un virus génétiquement modifié. Et lorsqu'elle a été accusée d'avoir fabriqué ce virus, elle s'est un petit peu énervée sur les réseaux sociaux et elle a déclaré « Alors, le nouveau coronavirus 2019, ça ne s'appelait pas encore Covid, est la punition de la nature envers les humains et leur mode de vie malsain. Je jure sur ma vie que ce virus n'a rien à voir avec notre laboratoire. » Donc elle le savait déjà. Mais la culpabilisation. Donc ensuite, je passe plusieurs étapes et on arrive en France, les 10 astuces pour créer l'illusion d'une pandémie. Après, il y a été, donc, astuce numéro 1. On a substitué un acronyme abstrait à une maladie physiologique. C'était le Covid. Covid, ça veut rien dire. C'est un acronyme. Et les symptômes du Covid pouvaient être extrêmement variables. Et au début, d'ailleurs, c'était même ceux de la grippe. Ils ne se distinguaient pas. On a ensuite, astuce numéro 2, substitué un test positif à un malade réel. C'est toute l'arnaque des tests PCR. Astuce numéro 3, on a communiqué sur les tests positifs plutôt que négatifs. Tous les tests, en gros, la majorité étaient négatifs, mais on n'en parlait pas. Astuce numéro 4, on a inventé une codification Covid
dans la nomenclature mondiale. Et ça a été très important. Et Pierre Chaillot en a très bien parlé dans son bouquin. À partir du moment où vous mettez le mot Covid avec une nomenclature, c'est comme une maladie nouvelle, alors qu'il n'y a pas de maladie nouvelle Covid. Ensuite, astuce numéro 5, on a arrêté de dépister la grippe. Voilà, il y a ici, vous voyez, les grippes chaque année. Et puis hop, là, il n'y a plus de grippe. C'était 2020. C'est là où finalement, la grippe, c'était le Covid. Mais les tests, en fait, reprenaient positivement des gens qui avaient... il y avait quand même des gens qui avaient un test positif. Puis, bon, j'explique toute l'arnaque des tests. Mais pouvaient très bien, ne faisaient pas la différence entre la grippe et autre chose. Astuce numéro 6, on a incité financièrement les médecins et les hôpitaux à cocher la case Covid. Astuce numéro 7, les règles de notification des certificats de décès ont changé. En Grande-Bretagne, avant, on comptabilisait 4 pneumonies différentes pour les décès, et au moment du Covid, on les a toutes rassemblées en une seule. Et on a pu dire, oh là là, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de morts. Astuce numéro 8, on a donné le nombre de morts chaque jour à la télévision. Vous vous souvenez de Monsieur Salomon, qui venait tous les soirs à la télévision vous expliquer qu'il y avait énormément de décès. Sauf que tous les jours, tous les ans, ou tous les jours en France, il y a 1600 décès. Donc on pourrait, même aujourd'hui, venir tous les jours vous dire « Oh là là, aujourd'hui, on a eu 1600 décès. » C'est normal. Et astuce numéro 9, en EHPAD, un cas de Covid entraînait la classification de tous les décès en Covid. Il suffisait qu'il y ait une personne qui soit détectée positive pour que tous les gens qui mouraient dans l'EHPAD, de n'importe quoi, étaient classés Covid. Et ça, c'est Véran qui l'a reconnu lors d'une audition au Parlement. Et enfin, astuce numéro 10, les autorités sanitaires ont systématiquement privilégié le catastrophisme, les morts Covid cumulées sur plusieurs années. C'est-à-dire que chaque année, normalement, on compte les morts de la grippe. Là aussi, les chiffres sont très exagérés. Et là, pour le Covid, ils additionnaient d'année en année. C'est-à-dire que la deuxième année, on avait tant, et puis à un moment donné, ils ont dit on a fêté les 100 000. Évidemment, ils additionnaient d'année en année ce qu'ils ne font pas pour les autres maladies. Donc pourquoi l'avoir fait pour le Covid? Donc ça sont toutes les techniques, les petites techniques qui ont fait que les gens ont pu se laisser avoir par la peur et par l'intoxication. Pareil, ça c'était la première phase. Et la deuxième phase, c'était pour proposer des solutions. Et les solutions ont été proposées avant même l'arrivée du vaccin. Donc il fallait prévoir et préparer les cibles. 5 minutes 5 minutes. Bon, à 10, ça va. Donc il fallait préparer des cibles avant l'arrivée des vaccins. Et donc il y a eu toute la période, ça c'est la phase numéro 2, d'offre de protection des autorités en attendant le vaccin, qui devait être la solution extraordinaire. Et donc là, il y a tout un ensemble de mesures qui ont été mises en place. Numéro 1, la censure du débat scientifique et interdiction des autopsies. Donc là, on a empêché le débat et on a empêché la réflexion. Numéro 2, le système immunitaire naturel a été nié. 30% de la population avait déjà une immunité naturelle. Cette immunité naturelle a été niée. De même, il y avait des plasmas sanguins qui étaient assez efficaces dans d'autres maladies où justement on pouvait récupérer les anticorps des personnes qui avaient eu une maladie infectieuse et on pouvait, c'est un peu une immunisation passive, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait une maladie, on pouvait lui injecter des anticorps contre cette maladie et ça marchait pas mal en fait. Et donc ça, ces plasmas de convalescents ont été pas interdits officiellement, mais on a proposé, les autorités ont proposé de faire une étude pour voir si ça marchait. Ils savaient très bien que ça marchait. Mais à qui ils ont confié cette étude? À Madame Karine Lacombe, qui elle-même avait énormément de conflits d'intérêts avec les laboratoires, et c'est sûr que ça ne pouvait pas marcher avec elle. Ça, c'était certain. Mais je peux vous donner une anecdote, c'est que moi, une fois, j'avais fait un reportage sur une famille, une maman, son fils avait eu une hémiplégie. Il était devenu paralysé à la suite d'un vaccin, bien avant le Covid,
à la suite d'un vaccin. Et donc, il était paralysé, hémiplégique. Et c'était du côté de Lille. Et heureusement, elle a été bien inspirée d'aller à l'hôpital de Lille. Et là, elle est bien tombée aussi sur des bons médecins qui ont fait une immunisation passive, c'est-à-dire qui ont injecté des anticorps, donc des immunoglobulines. Et l'enfant s'est remis à marcher. Sinon, il était condamné. Donc, les immunoglobulines, c'est quand même quelque chose qui marche, mais vous n'en avez jamais entendu parler pendant toute l'affaire du Covid. Jamais. Et pourtant, c'est une technique qui n'est pas inintéressante et qui aurait dû avoir droit de citer. Donc, autre chose, troisièmement, les médecins traitants ont été mis hors jeu, ça tout le monde le sait. Les antibiotiques interdits, ça on le sait aussi. Alors qu'en fait, on savait pourquoi ont-ils été interdits, les antibiotiques. Quand il y a eu le Covid, moi j'ai appelé le professeur Even, que je connaissais, parce qu'il était sur l'affaire Mediator, il était sur le cholestérol. J'ai dit, mais normalement, on soigne comment une pneumonie? Comment ça se soigne? Puisque c'était une pneumonie. Eh bien, il me dit, bah, de toute façon, une pneumonie, ça se soigne avec des antibiotiques à cause des surinfections bactériennes. Alors, tout le monde va vous dire, ah ouais, mais on sait bien que pour les virus, il ne faut pas d'antibiotiques. Oui, sauf que ce qui tue, c'est plutôt les bactéries et les infections bactériennes après l'infection virale. Et donc, quelqu'un qui l'avait très bien noté, et qui avait bien noté aussi qu'en 1918, lors de la grippe espagnole, ce qui avait tué, c'était pas le virus, c'était les infections bactériennes qui avaient suivi le virus. Et celui qui a fait ces études, et qui le savait donc parfaitement, c'était un certain Anthony Fauci, qui lui a écrit les études qui montraient que c'était les surinfections bactériennes qui avaient tué pendant la grippe espagnole. Donc, il était parfaitement au courant, mais on a fait en sorte que les antibiotiques ne soient pas prescrits et même interdits. Je montre dans le livre une directive du ministère de la Santé qui dit interdit de traiter aux antibiotiques. J'y croyais pas au début, je dis je vais pas retrouver ça. Et bien si, je l'ai retrouvé. Ensuite, le paracétamol. Donc on se souvient tous, prenez du Doliprane et restez chez vous. Je montre une étude, augmentation du risque mortel avec Covid et paracétamol, 127%. Les études le montrent. Les masques, interdits obligatoires, ça vous l'avez tous vu. Les masques sont toxiques. Les masques, évidemment, n'empêchent pas les virus de passer. Et en plus de ça, ils sont pleins de perturbateurs endocriniens. Voilà. Hydroxychloroquine, alors ça, le Lancet Gate, vous l'avez tous suivi, je le détaille. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que, vous voyez ici, là, la boîte qui avait fait l'étude pour discréditer l'hydroxychloroquine, c'était Surgisphère. Il y avait 6 salariés. C'était une call girl, c'était une star porno d'ailleurs, qui était la directrice, une des 6. L'autre, un des 6, c'était un autre, c'était un écrivain de science-fiction. Et ils ont inventé les données. Et c'est à partir de ça qu'ils ont interdit l'hydroxychloroquine. Et pourtant, ça a été prouvé que c'était une fraude. Et qui était Surgisphère et pour qui travaillait? Pour Harvard. Et Harvard travaillait avec qui? Harvard travaillait avec Bill Gates. Et Bill Gates travaillait avec Epstein. Et Epstein et Bill Gates finançaient un service de Harvard qui justement avait pour objet les dispositions d'euthanasie et se débrouiller ensuite pour faire de la sélection génétique. Donc tout ça est parfaitement lié. Après, on a promu le remdesivir, développé lui-même par toute la clique du vaccin, Fauci, Ralph Baric, Madame Xi, donc la Batwoman, et Bill Gates. On a découragé l'oxygène léger pour les intubations invasives. Et ces intubations invasives ont provoqué plus de la moitié des 36% selon la première étude, mais après c'était beaucoup plus, on parlait de 90%. Et enfin, combien de morts avec le Rivotril? Ça, c'est aussi Pierre Chaillot qui en a parlé le premier. Le Rivotril injectable, combien a-t-il causé de morts? Je vous ai mis les deux courbes, les courbes de la vente de Rivotril et juste après les pics de décès en avril
en avril 2020, au moment du confinement. Donc les décès sont arrivés par les ventes juste avant les ventes de Rivotril, il y a eu les ventes de Rivotril, ensuite les pics des décès, et le confinement, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le plus de morts. Alors là, j'ai mis les chaînes d'exécution des groupes d'intervention rapide. Ils avaient mis en place des groupes d'intervention rapide du Covid, qui avaient pour eux, c'était des brigades volantes qui allaient dans les EHPAD, on leur signalait un cas d'une personne qui était malade, et eux, ils arrivaient dans les EHPAD, ils n'avaient pas vu le malade, et ils avaient un protocole qui était déjà tout imprimé, et le seul but du protocole, c'était d'injecter du Rivotril, et qui était donc une solution mortelle, et les personnes décédaient avant même d'avoir été soignées. Alors ça, il y a eu pas mal de décès, et là, c'est une étude qui montre autre chose de très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'ai découvert en regardant une étude officielle. Hein. Que s'est-il passé avec les trisomiques? Ça non plus, on n'en a pas beaucoup parlé. Eh bien, vous voyez, cette courbe, c'est les estimations du risque relatif. Plus ça va vers la droite, plus vous avez de risque de mourir. Donc, en gros, c'est selon l'âge des personnes. Donc, plus vous êtes à droite, c'est plus que vous êtes vieux et plus vous avez de risque de mourir. Et si vous regardez selon les maladies, voyez la flèche ici? Voyez ici? C'est ceux-là qui ont le plus de risque de mourir. Et qui sont-ils? Ce sont les trisomiques. Et ici, retard mental. Pourquoi est-ce que les trisomiques seraient plus morts que les autres? Eh bien, il n'y a jamais eu d'étude pour expliquer ça. Voilà. Est-ce qu'eux aussi, on leur a donné du Rivotril? Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, je pose la question. Et je termine par les petites publicités qu'on avait eues à l'époque, histoire de bien inculquer la peur. Alors, au début, ça c'était avant le vaccin, celui du haut. Vous voyez la maman, vous vous souvenez de la maman on lui fête son anniversaire, et puis tout le monde est là, ils prennent pas des précautions, et alors on peut tous être touchés. Alors on doit tous se protéger, évidemment. C'est là où on instille la peur. Et pareil à gauche, une fois que le vaccin était arrivé, c'était la grand-mère qui ne pouvait pas voir ses petits-enfants si, évidemment, elle ne s'était pas vaccinée. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Voilà, c'était la grande doxa de l'époque, qui continue d'ailleurs, alors qu'ils savaient parfaitement que ce vaccin n'empêchait pas la transmission, puisqu'il n'avait pas été testé pour ça. Donc depuis le début, ils savaient que le vaccin n'empêchait pas la transmission, ils n'avaient pas été testés pour ça, et ensuite Pfizer l'avait reconnu, mais de toute façon, il n'y avait même pas besoin d'attendre Pfizer, parce qu'effectivement, c'était dans les essais cliniques qu'ils ne testeraient pas la transmission. Donc toute la politique d'apartheid du gouvernement et de passe sanitaire et de vaccination basée sur la non-transmission était une politique d'intoxication. Je vous remercie pour votre attention. Un vraiment grand merci. C'est toujours trop court, tant vous avez à dire et tant c'est passionnant. On retrouve votre livre au stand. Voilà. Et vous faites des dédicaces, des séances de dédicaces au stand des associations juste à côté. Voilà. Et c'est le sous-titre, c'est « Comment on vous trompe en 10 leçons ». Et nous vous retrouvons en début d'après-midi avec grand plaisir. À tout à l'heure, Corinne. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à François de bien vouloir remettre le logo sur l'ordinateur, si c'est possible. Merci. Et je vais accueillir notre orateur intervenant suivant. Et nous pouvons applaudir Frédéric Goaregger. Vous êtes pédopsychiatre. C'est juste. Parmi vos activités, vous êtes membre de l'ONEST. L'ONEST, c'est l'Organisation nationale éthique, santé, transparence, qui a pour but la préservation de la vie. Exactement. Vous alertez, entre autres, sur les dégâts que peuvent causer le programme EVARS ou EVRAS, alors selon qu'on se situe en Belgique ou en France.
Programme qui propose d'éduquer nos enfants à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Tout à fait. J'ai écrit, votre approche en fait est humaniste, on l'a compris. Vous faites partie des médecins qui ont pris la parole au moment de la crise Covid et on vous en remercie. On vous a vu sur des vidéos, on vous a entendu lors d'interviews et vous alertez sur les dérives actuelles de la médecine et les graves répercussions des mesures sanitaires, notamment sur la dégradation de la santé mentale des jeunes. Est-ce que c'est vrai ? C'est tout à fait ça. Et votre conférence aujourd'hui s'intitule « Impact de la crise sur les enfants et les jeunes ». Et alors, ça tombe bien parce que je crois que ça va marcher voilà, en plus. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à Cécile et merci à tous d'être là. Je vais vous exposer un sujet qui est évidemment un peu complexe. J'espère être dans les temps parce qu'on a perdu un peu de temps à cause de l'informatique. Comme quoi, ça devrait faire gagner du temps, mais non. Alors, avant le Covid, en fait, la crise était déjà un peu là. On avait un enseignement qui était en péril. Les enfants que je voyais se plaignaient de perte de sens, d'être dans la compétition, l'individualisme. Beaucoup d'enseignants étaient en burn-out également. Il y avait beaucoup d'absentéisme. Au niveau social, on remarquait qu'il y avait un marasme économique également, une crise de l'emploi. Donc les horizons étaient un peu bouchés pour beaucoup d'enfants qui sortaient des secondaires. Beaucoup de changements avaient lieu aussi dans les programmes éducatifs et on avait le sentiment que les gens qui faisaient ces changements ne savaient pas du tout ce qu'était un enfant. Les niveaux étaient de plus en plus bas. On avait le sentiment que les enfants étaient formatés. On leur disait ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, mais penser par soi-même, c'était un peu proscrit. Il y avait un sentiment d'autoritarisme aussi, de manque de liberté, d'emprisonnement. Il y avait des violences et des harcèlements dans les écoles, et ça déjà avant le Covid. Les conditions... j'ai peut-être passé un peu trop vite. Non. Les conditions du changement qui s'est opéré au moment du Covid ont été décrites par Mathias Desmet, qui est professeur de psychologie clinique à l'université de Gand. Il suffit que dans une société, il y ait une anxiété flottante, une agressivité, une frustration flottante, une perte de sens, on en a parlé tout à l'heure, et une perte de lien social pour que tout à coup, un narratif même tout à fait absurde puisse prendre dans la population et soulever le monde. Il a décrit ça comme une psychose de masse. Et les effets de la crise Covid ont été malheureusement terribles sur les enfants et les adolescents. On a vu que la peur avait été un instrument formidable on le savait déjà, hein, après la Seconde Guerre mondiale, c'était de notoriété connue. Il fallait faire peur aux gens si on voulait les faire obéir et leur faire ce qu'on voulait. Chez les enfants, ça allait encore un peu plus loin. Ils se sentaient coupables parce qu'on leur disait, si tu ne mets pas bien ton masque, si tu ne fais pas ce qu'il faut, et peut-être même si on ne savait pas trop quoi, ils risquaient de faire mourir leur papy, leur mamie. Et la publicité avec la mamie qui pouvait revoir enfin ses petits-enfants montre quel lien il y avait entre les personnes âgées et les enfants. C'est pire, évidemment, à l'enfance, parce qu'un enfant de 6 ans, il pense qu'il y a un croque-mitaine dans son armoire ou sous son lit, et son parent va venir en dessous du lit, éclairer, montrer l'armoire et dire « mais tu vois bien, il n'y a pas de croque-mitaine ». Mais ici, on a un virus, quelque chose d'invisible. L'enfant a peur, il a peur de mourir lui-même, il a peur de donner la mort à ses grands-parents. Et le pire, c'est que ses parents cautionnent, disent « oui, en effet, tu as des raisons d'avoir peur, hein, quelque chose de grave se passe ». Alors que, si on suit les études épidémiologiques, de notamment John Ioannidis, qui est un des meilleurs épidémiologistes mondiaux, il y a 0,1 à 0,2% de létalité. Donc ça veut dire quelque chose de proche de la grippe.
si on soigne, évidemment. Si on ne donne que du dafalgan sans aller soigner et sans donner d'antibiotiques, les circonstances sont telles que ça devient catastrophique. Alors la rupture des liens sociaux, l'anxiété, l'augmentation de la pénibilité scolaire avec phobie scolaire, déscolarisation, chute des résultats, tout ça a été produit par les mesures évidemment gouvernementales. On a aussi assisté à une augmentation des assuétudes, donc notamment pour les écrans, avec des dérives, des exploitations via l'Internet, du harcèlement, une augmentation des tensions familiales. Il est évident que dans une famille, on a un peu passé ça sous humour hier, mais c'est vrai qu'être confiné, quand on a déjà des problèmes d'assuétude comme l'alcool, c'est une occasion de sombrer encore plus profond, avec éventuellement des dérives de maltraitance possibles, maltraitance, mais aussi d'attouchement, etc., qui ne sont pas du coup visibles à l'école, puisqu'il n'y a plus l'école. Une augmentation de 300% des tentatives de suicide des enfants de plus en plus précoces. Une augmentation des souffrances psychiatriques, psychose, dépression, etc. Une maltraitance sociale et scolaire sur les enfants, avec les masques, les menaces, et des stress post-traumatiques, parce que tout ça a créé un tel traumatisme qu'à l'heure actuelle, on n'est pas encore sorti d'affaire. Et alors je vais passer la suivante. On le voit ici dans une étude belge. Il y a une augmentation de 250% des urgences psychiatriques des enfants en 2023. On le voit ici dans une étude française qui aussi augmente la santé mentale, les problèmes de santé mentale des 11-24 ans, toujours en 2023. Donc ça continue. Et on le savait. En fait, quand tout ça a commencé à arriver, j'ai rencontré Pascal Sacré, qui était anesthésiste réanimateur et qui avait été écarté de son hôpital pour ses prises de position, ce qui était tout à fait aberrant, puisqu'on avait vraiment besoin de ses services, et c'est un excellent anesthésiste réanimateur. Et on s'apprêtait à faire un article, et en recherchant pour cet article, j'ai trouvé qu'en 2020, tout ça était prévu, prévisible. Et donc, plutôt qu'écrire un article, on s'est exprimé sur Kéros, le journal Kéros, ce qui m'a valu ma première condamnation à l'ordre des médecins. Mais rassurez-vous, ils m'ont d'abord mis 6 mois, je suis allé en appel. Ils m'ont ensuite remis 1 mois et je vais en cassation. Donc, je ne suis pas inquiet. Mais il faut dénoncer cette maltraitance. Il ne faut pas se taire quand il y a des choses comme ça, parce que bon, se taire, c'est un peu... on parlait du silence des pantoufles et du bruit des bottes. Je pense que effectivement, le silence des pantoufles est bien plus inquiétant. Alors, ceci, c'est de la maltraitance, c'est clair. Ceci en est aussi. Ceci, bien sûr. Les enfants qui ont vraiment besoin de cet oxygène pour leur cerveau, on leur faisait porter un masque toute la journée, ils avaient des maux de tête, certains tombaient dans les pommes, donc c'était vraiment très dur pour eux. Ceci, c'est évidemment de la maltraitance. Et ceci, ça se passe au Bois de la Cambre. Le Bois de la Cambre est dans Bruxelles, et les jeunes avaient décidé de faire la boum, c'est-à-dire de se réunir, mais tout à fait pacifiquement, simplement pour passer un bon moment, sans masque, etc. La police est intervenue, comme vous voyez, c'était même la police montée. Il y a eu des blessés, c'était un carnage. Alors pour la diapositive suivante, je vais me taire tout simplement et demander juste un peu de silence. Ce n'est qu'un petit échantillon, malheureusement, et je pense que ça n'émeut personne. Ce genre de document a été donné notamment à l'Ordre des médecins, ça ne change pas leur point de vue. Alors après la crise Covid, on pensait être un peu tranquille, eh bien non, l'OMS, toujours lui, avait sorti les standards européens
pour l'éducation sexuelle des enfants. Ça a donné dans tous les pays, chez nous les VRAS, chez vous les VARS, mais en gros c'est la même chose. Ici vous avez une image d'un jeu qui est donné aux enfants et vous pouvez voir avec tous les logos du jeu, vous pouvez imaginer tous les défis pour découvrir les VRAS. Alors par les politiques, quand on les écoute, je pense qu'ils n'ont pas lu le guide. C'est seulement 2 heures d'animation de 6e primaire, 4e primaire. On respecte les enfants, on ne fait que répondre à leurs questions. Le guide est un repère, ce n'est pas un mode d'emploi. On n'incite pas à la pornographie ni au changement de sexe. On ne dit pas qu'il y a une sexualité dès le plus jeune âge. On ne parle pas de masturbation, seulement aux enfants à partir de 12-14 ans. On parle surtout de vie affective et relationnelle, pas seulement sexuelle. On insiste sur la notion de consentement. Voyons ce qu'il en est en vrai. C'est un guide de 300 pages qui a été écrit entre 2018 et 2022 sans avis de pédopsychiatre. Ça a été rédigé comme on rédige des socles de compétences, donc tout à fait pour être suivi à la lettre. Et ça couvre les âges de 5 à 18 ans et même un peu avant, parce qu'il y a des circulaires, 9020 et 9044, qui indiquent que c'est en tronc commun, donc depuis la 3e maternelle, et que c'est une obligation. Les thématiques et apprentissages sont structurées, comme vous voyez, donc il n'y a plus qu'à faire ce qui est dit. Et la question, est-ce qu'on ne parle pas de masturbation avant 12-14 ans? Eh bien, vous voyez que là, il en est question déjà à 5-8 ans. Est-ce qu'on n'incite pas à la pornographie? Alors là, je vais vous passer une petite vidéo où vous voyez la ministre Linard qui répond aux questions d'un journaliste qui, pour une fois, est un petit peu plus incisif. J'espère que ça passe. Ah. Ça ne passe pas? Oh, c'est pas grave. Si on fait ça? Non. Ah, d'accord. Oh, sinon, c'est juste une petite partie un peu amusante du débat, mais bon. Merci en tout cas, super. Waouh. D'accord. C'est pas grave, hein. Si ça ne se fait pas, on peut passer à la suivante. Vous savez, je peux vous résumer ce qu'il y a dedans. En fait, l'animateur s'acharne à demander pourquoi, sur une page du guide, il est noté qu'on présente aux enfants, depuis l'âge de 11 ans, les avantages et les inconvénients de la pornographie. Il demande à la ministre d'expliquer quels sont les avantages de la pornographie. Et la ministre, en bonne politicienne, parle très longtemps, mais sans répondre à la question. Et donc, c'est pas grave. Forcément, ça a été écrit sur un programme et pas sur un autre, donc voilà. Alors, est-ce qu'on n'incite pas au changement de sexe? Eh bien, si, à 9-11 ans, on commence à en parler. Alors, ici, c'est écrit en tout petit en bas, mais à 9-11 ans, on dit aux enfants que s'ils veulent, ils peuvent aller jusqu'à se faire opérer. Alors, vous imaginez qu'après, au moment de l'adolescence, beaucoup d'enfants vivent un petit mal-être, ne sont pas très bien dans leur peau, ils grandissent, ils changent. Et si à ce moment-là, ils se disent, mais dans le fond, c'est peut-être parce que je ne suis pas dans le bon sexe. Et en fait, depuis qu'on fait ce genre d'animation, on voit une augmentation des demandes de changement de sexe. Avec évidemment les mutilations que vous pouvez imaginer, avec le fait que prendre des médicaments à vie, évidemment c'est une manne économique pour les firmes, mais ça réduit l'espérance de vie terriblement. Et bon, ça évidemment, je pense que les pouvoirs publics s'en foutent.
Là, ici, on parle toujours à 9-11 ans de changement de sexe, mais surtout, on dit qu'il faut promouvoir les modèles LGBTQIA+, de façon à déconstruire les systèmes normatifs dominants. Si ce n'est pas un aveu, des témoignages, nous en avons recueilli beaucoup, parce que j'ai créé un petit groupe qui s'appelle Sauvons nos enfants, qui travaille avec Innocence en danger, entre autres, et nous récoltons des témoignages, on invite, on guide un peu les parents qui le souhaitent et pour qu'ils puissent réclamer de la direction de l'école qu'ils soient avertis et que l'enfant soit mis à l'écart. Ici, par exemple, on a une animation EVRAS qui a été donnée sans le consentement. Pourtant, il parle du consentement. Ils étaient en groupe, 4e primaire. Le sujet était le cycle féminin. Quand la maman est allée rechercher l'enfant de 10 ans à l'école, il a dit qu'il était dégoûté et il a demandé 2 fois d'effacer sa mémoire. Alors ça, c'est un témoignage qui indique combien, finalement, ce qui se passe, c'est une effraction psychique. C'est donc un traumatisme. Est-ce que c'est légal ? Eh bien, chez nous, il y a l'article 417.6 du Code pénal qui dit qu'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans accompli n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement. Or, on ne fait que parler de consentement, jamais de refus d'ailleurs. On ne dit pas, si on veut t'approcher d'une façon que tu n'aimes pas, tu peux dire non. On dit, tu peux envoyer des sextos et des nudes avec le consentement. Donc ça, on dit ça à des enfants de 11 ans. Alors, l'article 24 de la Constitution chez nous est assez clair que la communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Alors là, je pense que ce genre de guide et ce genre de pratique n'a absolument pas tenu compte des conceptions philosophiques, idéologiques, religieuses des parents. Et il y a donc matière, et nous allons assez régulièrement donc entamer des procès. Nous le faisons, nous l'avons déjà fait, donc, et on n'arrête pas évidemment, mais la justice soit se déboute en disant qu'elle n'est pas compétente, soit dit que ça a été traité sur le fond et essaye de noyer le poisson. Alors, Thibaut Kerlirzin a fait un travail remarquable sur les standards de l'éducation sexuelle des enfants de l'OMS, et il a analysé les références. Il a remarqué qu'un tiers de ces références étaient des personnes qui avaient de près ou de loin revendiqué la pédopornographie, la pédophilie. Et donc, c'est un guide qui, déjà de l'OMS, montre que les intentions ne sont pas très bonnes. Et bon, il cite Ferenczi qui indique que bon, pour l'enfant, avant un certain âge, la sexualité adulte, en tout cas, ne le concerne absolument pas, et que si on essaie de le lui mettre en tête, il s'agit d'effraction. Et il ne comprend pas comment la France a pu, mais la Belgique aussi, abonder dans le sens des standards en faisant les VARS et les VRAS. Il qualifie, enfin, je pense qu'on peut qualifier ça de processus pervers. Et je pense vraiment qu'une des solutions, c'est de sortir de l'OMS. Alors, l'école garantit-elle actuellement l'épanouissement et le bien-être des enfants ? On se rend compte qu'avec tout ça, beaucoup de parents ont eu envie de retirer l'enfant de l'école. En Belgique, c'est un peu plus facile visiblement qu'en France. En France, les pires complications arrivent quand on veut faire ça. Mais c'est une alternative, l'instruction en famille. Et on voit qu'à partir de 2019-2020, on voit une augmentation en flèche de l'inscription en instruction en famille, ce qui montre bien que bon, voilà, les gens voient clair et ne veulent pas ce traitement-là pour leurs enfants. Les limitations à l'instruction en famille, c'est la disponibilité des parents, les relations parents-enfants. Parfois,
un parent obéit plus facilement à un tiers qu'à ses parents. Et donc, la sociabilisation qui manque, hein, les qualifications pédagogiques des parents. Certains parents ne sont pas tout à fait à l'aise avec des notions de secondaire. La fratrie, si un frère reste dans l'enseignement traditionnel et l'autre pas, c'est un peu compliqué. Et les séparations, évidemment, là aussi, un conjoint peut être d'accord et l'autre pas. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Parce qu'on essaye quand même d'être dans du positif. On s'est dit, on va repenser l'enseignement au regard de ce que les crises nous ont enseigné. Et on s'est réunis avec un petit groupe de pédagogues et on a puisé dans les pédagogies alternatives. On a essayé de faire quelque chose de sur mesure pour les enfants d'aujourd'hui et pour l'époque d'aujourd'hui. On essaye de substituer la perte de sens aux activités centrées sur l'autonomie, la soumission à l'autorité à une école démocratique, le formatage à la liberté d'expression, à l'esprit critique, l'individualisme au fait de construire ensemble, la déshumanisation à la communication, notamment l'apprentissage de la communication non violente, au lien, le stress avec un respect des rythmes et une bienveillance. Dans cette école, il n'y a pas de redoublement. Les enfants ont un projet pédagogique individualisé, sont suivis, il y a 2 enseignants pour 20 enfants, donc la possibilité de suivre chaque enfant en fonction de ses intérêts. Et au lieu des sanctions des erreurs, on valorise les essais. C'est un concept intégratif dans un terrain qui est en permaculture, vert. Tous les âges sont libres d'explorer librement. Les adultes qui les encadrent sont choisis pour leurs caractéristiques de bienveillance et l'effet Pygmalion qu'ils sont capables de promulguer auprès des enfants. Les ateliers sont basés sur l'autonomie et on apprend aussi l'empathie, la bienveillance, la tolérance, la méditation, la communication non violente, des notions de psychologie, le fonctionnement démocratique évidemment, l'esprit critique, la santé, le respect et la compréhension de l'environnement humain, sociétal, naturel. Vous voyez un petit peu ici un échantillon des activités possibles. Ce projet, c'est un projet qui s'appelle le projet Arcturus. Il y a, vous voyez le logo, et ça se situe dans une ferme en carré à Mont-Saint-Guibert qui s'appelle le Colombier. Alors, c'est vrai que c'est important de lutter contre les choses négatives qui nous arrivent d'en haut, hein, l'OMS, mais ce sont des gens très puissants et la lutte souvent épuise. Parfois elle est vaine, enfin souvent elle est vaine. Et donc nous avons eu à cœur d'aussi, en plus de la lutte, ajouter un aspect créatif, quelque chose qui permet d'engager les enfants vers un nouveau monde. Merci, et malheureusement, on a aussi besoin de soutien dans ce projet, parce qu'on ne peut pas évidemment faire un projet comme celui-là sans un certain soutien, et surtout pour faire en sorte que les enfants n'aient pas un minerval trop important à payer. Et donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir le projet quand vous souhaitez. Frédéric me demande s'il n'a pas dépassé le temps. Non, vous avez été absolument parfait. On en a même gagné un peu en dépit, et je m'en excuse, des petites difficultés techniques de démarrage. Un grand merci pour ce sujet essentiel et pour l'assurance, la compétence et le calme avec lequel vous posez cet essentiel-là. C'est vraiment très prenant, très touchant. Voilà, et c'est là. Merci beaucoup à vous. Avant que vous ne partiez, est-ce qu'on peut dans la journée vous retrouver, vous contacter? Est-ce qu'il y a un stand du projet Arcturus, ou est-ce que vous êtes quelque part aujourd'hui où on peut vous retrouver si on veut échanger, peut-être vous soutenir? Oui, bien sûr, je reste jusqu'à la fin ici, donc je vais évidemment écouter les autres aussi qui ont beaucoup de choses à dire et qui m'intéressent énormément. Et donc,
Et je pense d'ailleurs que Marion Saint-Michel va embrayer sur ce que j'ai dit ici. C'est très connexe en fait. Et donc oui, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, il y a l'adresse du site http://projetarturus.com. Donc là, vous aurez un peu plus de détails sur le projet pédagogique, sur les avancées, etc. Donc on compte démarrer en octobre. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'organisation. Voilà. Et sinon, évidemment, vous pouvez me parler quand vous me voyez, n'hésitez pas. Hein. Ça va. Merci. Merci. Vous avez repris tout et merci, super. Et merci François de remettre le logo de l'événement, un grand merci. Et je vais maintenant, pendant que vous pouvez bouger, détendre les jambes, bouger les épaules peut-être, lever les bras, vous avez le droit aussi pour que le corps se détende, demander à Marion Saint-Michel de me rejoindre. Alors, est-ce que vous avez des visuels, Marion ? Très bien. Merci, oui. Est-ce que vous voulez être debout? Est-ce que vous voulez que je mette une table? Comme ça, vous allez... Peut-être poser mes affaires là. Et puis super, super. Alors, pendant que vous posez... Je vous laisse posez... le temps de vous ébrouer un peu, peut-être. Quelques secondes, comment on a du temps. Bien. Alors, du temps. Et en même temps, je vais vous demander de revenir ici tous ensemble. La matinée est passionnante et elle va continuer à l'être. Un grand merci à nos deux intervenants et merci par avance à Marion. Alors, je vais vous demander de faire totalement le silence. Marion, je vous présente juste quelques mots et puis je vous laisserai bien sûr le micro et la place. Vous êtes... J'attends que tout le monde soit assis, peut-être. On n'a pas laissé beaucoup de temps pour s'ébrouer un peu. Et la pause est juste après vous. Ah bon, d'accord. La pause est juste après. Marion Saint-Michel, vous êtes psychologue clinicienne et également diplômée en sciences politiques. Donc 2 facettes, 2 casquettes. Votre dernier ouvrage, qui était aussi le premier, mais pas forcément le dernier à ce jour, s'intitule « Gouvernance perverse, la décoder, s'en libérer ». Et vous faites également des dédicaces et on peut trouver votre livre dans c'est là, le stand des associations. Sur le stand. Voilà, et je vous ai vu faire des dédicaces hier. C'est un livre qui date de cette année. Il a été publié en mars 2025 aux éditions Marco Pieter. C'est ça? C'est exact. Dans ce livre, vous analysez la crise du Covid et la gouvernance pendant et après sous un angle particulier qui est celui de la perversion, un sujet que vous dévoilez, que vous mettez en lumière et qui fait mouche parce qu'on voyait bien qu'il se passait quelque chose et vous le mettez en mots, ce qui vous vaut fort heureusement d'être largement interviewé. Alors pas forcément dans la presse mainstream, non, mais largement dans les réseaux alternatifs et les médias alternatifs. Et là, vous allez nous parler, toujours sur ce thème de l'impact sur les familles, mais vous pouvez largement élargir. Vous allez nous parler à la fois de votre constat et des pistes de solutions pour sortir de cette gouvernance perverse. C'est à vous, je vous laisse. Merci Laurence. Merci à vous tous, merci beaucoup. Je suis assez touchée de ce que ce que les 2 orateurs avant moi ont expliqué. Et je pense que c'est une matinée qui à la fois est assez forte dans ce que nous avons à dire, mais en même temps, bien sûr, nous allons essayer de dégager, comme l'a fait à l'instant Frédéric, des solutions. Mais je pense que pour avoir des solutions qui marchent, il faut aussi avoir des constats lucides. Et les constats lucides, on a bien commencé, et je vais tenter de continuer en m'interrogeant, moi, un petit peu plus sur ce qui est en amont de ce qu'on a décrit ce matin, c'est-à-dire quel est le programme, pourquoi font-ils ça ? Quand je me suis décidée à écrire ce livre, qui est effectivement mon premier, parce que moi, je n'étais pas du tout sur ces sujets-là. Normalement, je fais de la méditation, de l'hypnose, enfin, des choses extrêmement différentes, même si je me suis toujours bien intéressée à ce qui était politique.
Quand j'ai commencé à voir ce que Corinne nous décrivait tout à l'heure, notamment les publicités, l'abominable mauvais goût, l'abominable manipulation, l'abominable manque de respect pour les populations qui étaient en train de découvrir ces publicités, bon, bien entendu, je me suis dit, c'est manipulatoire, donc il y a une ingénierie derrière, il y a un désir de nous mener quelque part, mais il y a aussi beaucoup de perversion. Et alors, pourquoi cette perversion? Et voilà, j'ai commencé à tirer un petit fil de la pelote. Je dois préciser qu'avant 2020, je n'avais absolument aucune connaissance d'aucune sorte, ni des réseaux sociaux, ni de tout ce que beaucoup de personnes savaient déjà sur des manipulations en cours, etc. Donc je débarquais totalement, et le fil conducteur, ça a été la perversion. Je vais donc vous parler un peu de perversion. Rassurez-vous, je ne vais pas du tout vous donner un cours de psychologie. J'ai voulu écrire ce livre pour que justement donner des outils très concrets aux personnes pour qu'elles repèrent les mécanismes qui sont à l'œuvre. Parce que, vous allez le comprendre très rapidement, les mécanismes sont toujours les mêmes dans la perversion et que nous avons tous, malheureusement, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons tous eu ou aurons un jour ou l'autre un contact avec la perversion. Que ce soit dans les relations personnelles, interpersonnelles. Alors on a tous entendu parler, bien sûr, on a tous épousé ou divorcé d'un pervers narcissique, c'est-à-dire que quelquefois on abuse un peu du sujet, on parle de perversion, quelquefois c'est juste qu'on n'est plus d'accord, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais malheureusement, la véritable perversion existe, elle existe aussi beaucoup en entreprise, et bien entendu, aujourd'hui, elle est une des techniques d'ingénierie sociale les plus efficaces de nos gouvernants et des pouvoirs en face. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu rapidement ce qu'est la perversion et aussi ce qu'elle n'est pas. Déjà, la perversion, ce n'est pas la méchanceté. Pourquoi ce n'est pas la méchanceté? Parce que quand vous êtes méchant avec quelqu'un, vous allez en face de cette personne et vous lui faites une vacherie ou vous lui dites quelque chose de méchant. C'est clair et net, c'est avoué. Dans la perversion, c'est tout le contraire. Si vous voulez nuire à quelqu'un, l'assujettir, lui faire du mal, l'humilier, le soumettre, quel que soit ce que vous voulez faire, vous allez commencer par lui faire un sourire adorable, vous allez commencer par le séduire, vous allez continuer en allant dans son sens, en repérant en général quelles sont ses éventuelles fragilités, comment est sa vie, qu'est-ce qui va pas, et vous allez vous engouffrer là-dedans en lui promettant des choses positives alors que votre intention est totalement négative. C'est-à-dire que la marque principale de la perversion, c'est l'inversion. Tout est inversé. Et ça, je pense que pendant les 5 années Covid, Corinne nous en a parlé aussi tout à l'heure, on a vu que ça, c'est-à-dire on dit qu'on veut protéger les personnes âgées, en fait on les a assassinées. On dit qu'on veut aussi isoler les enfants pour pas qu'ils deviennent malades. On savait très bien qu'ils n'étaient pas malades. Donc ce qu'on a fait aux enfants, c'est qu'on sait qu'on leur a fait du mal. On a fait du mal sciemment. Je pense que cette dimension de comprendre que le pervers, c'est exactement ce qu'il fait et que ce n'est absolument pas ni de la maladresse, ni de l'incompétence. J'essaie, dans toutes les interventions que je fais, de tordre le cou à cette notion qu'on entend tellement souvent en politique, ou bien même au café du commerce ou quand on est entre soi, cette notion de « ils sont incompétents ». Nous avons des incompétents pour nous gouverner. Absolument pas. Nous avons pour nous gouverner des gens qui sont d'une compétence extrême, sauf que leurs objectifs sont totalement inhumains. Ce sont des objectifs qui sont à la fois totalitaires, qui sont dans le but de nous hyper-contrôler, et également dans des objectifs eugénistes, et même, je crois que le mot doit être prononcé, génocidaires. Je suis désolé, c'est lourd à entendre, mais si nous ne partons pas de ce constat, je vois même dans les rangs de la résistance et de la dissidence aujourd'hui, des personnes qui sont bien conscientes qu'il s'est passé un tas de choses anormales, bien entendu, mais qui, à un moment donné, vont glisser vers l'explication du manque de compétences, où ils n'ont pas vu, ils ont été trop loin, ils sont hors sol. On entend beaucoup dire qu'ils sont hors sol. Je vous garantis qu'ils ne sont pas hors sol. Je vais vous en parler un petit peu. Ils savent très exactement ce qu'ils font. Je crois qu'il y a un auteur qui a écrit un livre qui dit « Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font ». C'est tout à fait exact. Je ne connais plus le nom de l'auteur, mais... Alors, Claire Sévrac le disait déjà, mais il y a un monsieur aussi. Non. Jacques. Je n'ai pas entendu pour le répéter, mais...
Michel Jacquemin, tout à fait. Merci pour le coup de main. Effectivement. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font et il faut commencer par ça. Donc, je vous resitue quand même rapidement leurs objectifs et pourquoi je dis que ce sont des objectifs de ce genre. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif totalitaire, contrairement par exemple à une dictature qui peut pendant quelque temps prendre le pouvoir quelque part? Un objectif totalitaire, comme nos gouvernants d'aujourd'hui, c'est de prendre le pouvoir sur toutes les dimensions de la vie des gens, depuis la dimension politique, mais ça c'est pareil que la dictature, mais bien entendu la dimension privée, leur façon de vivre, leur santé, et jusqu'à un moment donné la façon de penser, ce que les personnes vont croire, ce à quoi elles vont adhérer. Donc vous voyez, c'est un peu comme moi je prends souvent l'image d'une toile d'araignée, c'est quelque chose qui vous enveloppe progressivement, délicatement, et à un moment donné vous vous retrouvez totalement, comme l'insecte dans la toile d'araignée, tous les domaines de votre vie sont contraints. On le voit aujourd'hui. On parle aussi, bien sûr, de la monnaie, de l'identité numérique, de la monnaie des espèces qui vont disparaître. C'est-à-dire que tous nos domaines de vie, progressivement, sont envahis par l'État et qui le fait, bien entendu, dans un objectif. Alors, pourquoi le totalitarisme? Eh bien, visiblement, pour contrôler les masses, pour contrôler les populations et pour les mener vers un système qu'ils ont décrit largement. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui avaient travaillé bien avant moi. J'ai beaucoup lu, je me suis renseigné sur tout ce que je ne connaissais pas. Beaucoup de travaux ont été faits. Il faut revenir à des origines que je n'aurai pas le temps de vous expliquer entièrement aujourd'hui, mais je vous invite à lire beaucoup, bien entendu, les ouvrages de Pierre Hillard, les ouvrages de Marion Sigaud, mais aussi les Américains, John Coleman. Vous avez plein d'informations pour comprendre et découvrir que ce que nous avons vécu pendant le Covid et ce qui continue aujourd'hui est prévu depuis des décennies, pour ne pas dire depuis plusieurs siècles. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont prévu que ça allait se passer exactement comme ça se passe là. Ce qu'ils ont prévu, par contre, effectivement, c'est d'aboutir à un contrôle des populations à travers un certain nombre d'instrumentalisations de domaines de vie particuliers. Bien entendu, l'éclatement de la famille en fait partie. Je vous dirai dans un instant pourquoi, mais vous le devinez. Mais il n'y a pas que l'éclatement de la famille. Tous les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre en France, par exemple, depuis une quarantaine d'années. Moi, je vois ça à hauteur de quarantaine d'années, mais pour d'autres, c'est depuis plus longtemps, et pour d'autres, un peu moins. Mais tout ce que nous n'arrivons pas à résoudre, en fait, aujourd'hui, c'est simplement parce que ça ne fait pas partie des choses à résoudre, ça fait partie des choses à développer pour mieux nous assujettir. Je prends un exemple, qui ne sera pas encore la famille. L'exemple de l'immigration. C'est une immigration non intégrative depuis le début. Elle n'a jamais eu vocation à permettre aux personnes que nous avons fait venir de s'intégrer, de devenir français, comme c'était le cas dans le temps pour les personnes originaires d'Espagne, d'Italie, etc. Ça n'a jamais été le but. Ce que j'ai compris du but et ce que d'autres ont découvert et ont décrit bien avant moi, c'est que cette immigration, elle a juste un objectif, c'est de diluer les populations autochtones. Le projet que décrit Pierre Hillard, leur projet, que nous avons déjà, qui se met largement en place, ce sont plus de nations. Les nations doivent être totalement diluées, c'est-à-dire plus d'identité, plus d'identité locale, plus d'enracinement non plus, mais des sortes de grosses entités administratives. Je vous rappelle que nous l'avons déjà vu en France avec la disparition de nos régions telles que nous les connaissions de toute éternité, pour des dénominations qui sont purement administratives, qui n'évoquent absolument rien de charnel, de la France de Péguy, de la localité que nous avions dans le temps. Tout ça, vous voyez, ça contribue. Ils veulent faire des grandes unités administratives sans identité et avec des populations mélangées. Donc, dans lesquelles il resterait quelques autochtones, mais dans lesquelles il y aurait aussi des populations d'origine subsaharienne, peut-être demain des personnes qui viendront de Gaza, des Palestiniens. Tout ce qui fait désordre, en fait, leur permettre d'aller vers cet objectif d'indifférenciation des peuples, de manière, bien entendu, vous le voyez venir, à les contrôler beaucoup mieux. Pourquoi est-ce qu'un peuple se défend? Pourquoi est-ce que des populations, localement ou ailleurs, se défendent? C'est bien entendu parce qu'elles ont en commun des valeurs, parfois une origine ethnique, mais à la limite surtout une histoire commune, des valeurs partagées, des objectifs partagés. Quand vous avez une population totalement diluée, avec même éventuellement aussi des spiritualités, des religions différentes, etc.,
Eh bien entendu, faire de la cohésion, déjà que ce n'est pas facile la cohésion, même quand on se comprend et qu'on se connaît, hein, on voit ça tous les jours, mais quand vous avez des personnes qui ont des objectifs, des origines, des éducations tellement différentes, eh bien ça devient juste impossible, et ça devient donc absolument très facile de les contrôler et de les orienter de la façon dont vous le voulez. Donc, vous voyez, là, c'est juste un exemple, mais aujourd'hui, cet exemple-là, c'est pour vous dire que, politiquement parlant, de mon point de vue, là, je donne un point de vue, je ne devrais peut-être pas, mais vous savez, je suis assez direct en général. Tous les gens qui vous disent « Ah, mais on va travailler sur l'immigration, on va prendre des mesures, on va diminuer, etc. », vous sortez votre pipeau et vous en jouez. Parce que non, ce n'est pas possible. Je pense qu'ils le savent pour la plupart. Il y a peut-être encore quelques personnes un peu naïves ou angéliques, etc. Mais ils savent notamment que l'Union européenne exige de toute façon des quotas d'immigration de chaque pays européen et qu'on ne peut en aucun cas, sauf à sortir de l'Europe, ce qui, à mon avis, est une des premières. Il faut sortir de l'OMS, il faut sortir de l'Europe. En gros, il faut sortir de tout. Hein, il faut sortir de tous ces systèmes, vous voyez, supranationaux, hein, qui sont là justement pour mener à bien ces politiques. Alors, j'ai fait un détour un peu long. Alors, je n'ai pas évoqué le troisième point, qui était le point eugéniste ou génocidaire, mais qui évidemment c'est le plus douloureux et c'est le plus important. Mais ce qui s'est passé avec le Covid, c'est juste un aspect des choses. Je vois arriver Cécile qui nous parlait en début de session de Claire Sévrac. Elle nous avait déjà tout expliqué. Parce qu'avant le Covid, il y avait déjà les chemtrails, il y avait déjà effectivement des maladies qui étaient quasiment créées, en tout cas, de manière à pouvoir donner aux gens des médicaments supplémentaires. On sait que les médicaments ne produisent pas la santé. Donc, ça fait déjà des dizaines d'années. Quand on voit, par exemple, certaines maladies, on sait aujourd'hui le cancer, on sait le guérir. Quand on s'intéresse, qui est mon cas, aux médecines alternatives, on parle aujourd'hui beaucoup de l'ivermectine, même pour le cancer. On a des solutions, on a des thérapies, un peu comme on avait pour le Covid. Il est bien évident que ça n'est pas mis en œuvre. Ce n'est pas mis en œuvre, comme le disait Raoult, parce que ça ne rapporte rien. Les molécules naturelles, les produits simples qu'on connaît depuis 50 ans, la bonne vieille aspirine dont on ne parle plus du tout pour la remplacer par le Doliprane. Pardon, je ne devrais pas parler médecine, je parle sous le couvert de Frédéric et tout ça, mais bon, le Doliprane on sait que ces médicaments sont extrêmement mauvais pour le foie et pour d'autres choses. Donc, ces politiques de réduction de la population, où on nuit en fait aux personnes, elles sont là depuis des dizaines d'années. Le Covid n'est qu'une espèce de turgescence. Hein. Je pense qu'ils ont essayé de passer un cap supplémentaire. Donc le Covid, dans ce contexte-là, il a eu un petit peu deux objectifs. Probablement l'objectif, malheureusement, de diminuer encore la population, c'est évident. Quand on voit ce qu'ils ont fait pour les personnes âgées, voilà, il n'y a aucune explication. Ils ne peuvent pas s'être trompés en rien. Ils ont vraiment décidé d'euthanasier les personnes âgées. Il faut appeler un chat un chat. Donc le premier objectif, ça a été de passer encore un cap dans cette politique génocidaire. Je pense que le mot n'est pas en trop. Et le deuxième objectif, ça a été de tester la soumission des populations. Voilà. Donc comme je ne sais plus qui avait dit, mais c'est très juste, le vaccin n'a pas été inventé pour le Covid, mais le Covid pour le vaccin, pour pouvoir vacciner. Et de la même manière, ils ont voulu tester. Est-ce que les mamans allaient envoyer leurs enfants avec un masque à l'école? Malheureusement, ce fut quand même le cas. Je dis ça sans aucun jugement, hein, parce que Corinne nous a très très bien expliqué tout à l'heure le mécanisme de la peur. Ça fait partie des ingénieries sociales qu'ils mettent en œuvre, et donc ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, quand je dis, je suis partie un peu loin de la perversion, mais je vais y revenir, juste un mot sur un peu l'historique de tout ça. Il faut savoir que ce qu'ils nous mettent en place là, c'est extrêmement pensé. Alors, je le décris dans mon livre, je ne peux pas tout vous décrire, bien entendu, ce matin, mais c'est par exemple pensé dans un institut que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle l'Institut Tavistock, hein, qui existe depuis le début du XXe siècle, je crois que c'est vers 1928, et qui a été notamment créé par un monsieur qui s'appelait Édouard Bernays, que vous devez connaître pour certains d'entre vous, et qui se trouvait être le gendre, non pas le gendre, le neveu de Freud. Donc voilà, il a utilisé ça. C'est Bernays qui a notamment contribué à convaincre les Américains de rentrer dans la guerre, ce qu'ils n'avaient pas de raison de faire.
Donc, à partir de cet institut Tavistock, en fait, ils ont commencé à mettre en place des politiques d'ingénierie sociale en réfléchissant à comment on pouvait soumettre une population. Alors, par différents moyens, on peut notamment soumettre une population en la divisant, c'est ce que nous venons d'évoquer, en divisant les populations à différents niveaux, en les rendant malades, bien entendu, en les éduquant beaucoup moins bien, en les empêchant d'avoir un esprit critique, en les empêchant de lire, parce que finalement la lecture, c'est pas très intéressant, sauf que c'est dans la lecture que vous comprenez absolument tout du monde et de ses vices. Je pense à un exemple que je cite souvent par rapport aux enfants, qui était dans le temps quand nous élevions des enfants, les mamans, là, et même quand nous étions nous-mêmes petites, vous vous souvenez, on avait les contes pour enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a quasiment disparu. C'est remplacé par la chose absolument charmante que Frédéric nous a montrée tout à l'heure, hein. Comment faire l'amour en 10 leçons à 4 ans et demi, c'est à peu près ça. Et dans les contes, si vous vous souvenez, c'était vraiment, le conte était la façon la plus délicate et intelligente de faire comprendre à un enfant les notions de bien et de mal. On voyait tout de suite la sorcière, elle était vilaine, elle avait un nez crochu, on sentait qu'elle allait faire du mal. Bien entendu, les bons étaient tout de suite repérables. Et on voyait aussi la ruse, vous vous souvenez de la pomme, hein, tendue par la sorcière. Donc on disait à l'enfant, fais attention, tout ce qu'on te donne, toutes les choses gentilles qu'on essaie de faire pour toi, elles cachent parfois de mauvaises intentions. Donc vous voyez, tout ça, c'était une magnifique façon d'éduquer les enfants à commencer à comprendre ce que c'était que le bien, le mal, le danger, mais en toute délicatesse, et c'est eux qui comprenaient. Je n'entends presque plus parler aujourd'hui. Alors, j'ai pris un peu de distance par rapport à la maternelle, je ne vous le cache pas, hein, mais je n'entends plus beaucoup parler de contes. J'espère que les grands-mères qui sont dans cette salle, ou les mamans, continuent vraiment, hein, on va en parler tout à l'heure, mais de faire ces représentations délicates aux enfants. Donc, je reviens un peu sur la perversion pour vous dire donc le principe de la perversion, c'est que, bien entendu, il y a énormément de mensonges, mais ce mensonge est beaucoup plus déguisé que les mensonges habituels. Il s'agit en fait de faire croire toujours aux personnes que ce que l'on fait, c'est pour leur bien, alors que, bien entendu, ça va être totalement l'inverse. Quel que soit ce que nous dit aujourd'hui le gouvernement, alors en Belgique, je ne sais pas, mais je crains que ce soit pas loin d'être comme le nôtre, sachez qu'à la limite, vous inversez à peu près ce qu'ils vous disent et vous avez la vérité. On en est quasiment là. On peut faire l'exercice ensemble. Hein, on prend n'importe quel, je ne sais pas si vous en avez, n'importe quel exemple de ce qu'ils nous proposent. Bien sûr, on peut parler du vivre ensemble, par exemple. On vient de parler un tout petit peu de l'immigration. Le vivre ensemble dont on nous bassine depuis 40 ans, pendant ce temps-là, ils ont fait absolument tout pour qu'il soit devenu impossible de vivre ensemble, alors qu'au début, les populations vivaient très bien ensemble. Mais vous remarquerez que c'est la même chose au Moyen-Orient, c'est la même chose à Gaza. Donc c'est un phénomène assez général. On crée l'hostilité entre les populations. Je reste un instant sur l'immigration, parce que ce n'est pas tout à fait sur l'immigration, c'est sur les objectifs d'opposition des religions. En France, nous avons bien sûr depuis 30 ans à peu près une opposition qui là encore est entièrement construite entre les musulmans qui menaceraient les chrétiens, notre mode de vie chrétien, etc. Ça aussi, c'est totalement instrumentalisé. Je pense que vous savez qu'une grande partie des attentats qui sont censés être perpétrés par des personnes d'origine musulmane sont en bas. C'est aussi ce qui nous tient debout. C'est aussi ce qui donne un sens. On parlait de sens tout à l'heure. Un sens à notre vie. Quel monde voulons-nous pour nos enfants, bien entendu? Est-ce qu'on veut de leur monde pourri, avec la petite puce en plus pour les plus petits bientôt, hein? Ou est-ce qu'on veut un monde qui avait besoin de changer, c'est certain, mais pas comme ils veulent le faire eux-mêmes? Donc il faut prendre soin de chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Je parlerai de plus en plus dans les émissions que je ferai d'ailleurs des moyens à mettre en œuvre, parce que c'est très important. Ensuite, il faut continuer à informer. Il faut continuer le plus possible à informer les gens, mais attention, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas l'être. Il est inutile, à mon avis, à ce stade, notamment en famille, puisqu'on parlait de l'éclatement des familles, ils ont aussi divisé les familles à travers le Covid, bien sûr. Il est inutile de revenir sur les questions de vaccination, etc. Les gens qui ont aujourd'hui vacciné leurs enfants, les gens qui ont accepté la doxa au départ, sont déjà suffisamment malheureux eux-mêmes, endoloris. Ils ont été mis sous influence, ils ont été manipulés, et pour beaucoup de raisons, ils ne pourront faire qu'un déni si vous leur dites qu'ils ont pu avoir un acte vraiment négatif, très toxique sur leurs enfants notamment. C'est impossible à entendre.
Donc ça, c'est un peu notre petit secret, comme dirait Pierre Barnieras. Nous gardons ça pour nous, mais c'est inutile d'essayer. Ce qu'il faut, c'est parler aux gens de ce qui se passe dans le présent, extrêmement concrètement. Il y a déjà beaucoup à dire. Il faut leur parler de l'EVARS. Il faut vraiment mobiliser les personnes sur des sujets très concrets qu'ils peuvent remarquer eux-mêmes et laisser le passé pour l'instant derrière nous, me semble-t-il. S'il me reste encore un instant, bien entendu, la chose importante après, c'est la solidarité, l'action en commun. Pour les enfants, je vois dans certains pays que je fréquente de temps en temps, une chose que nous avions en France et qui se perd un peu parce que l'individualisme, le petit noyau derrière le portable a été aussi considérablement développé, c'est le fait, par exemple, que les enfants sont les enfants de tout le monde. Je pense à l'Espagne. Vous avez des enfants qui courent dans tous les sens, mais tous les adultes qui sont autour ont toujours un œil sur les enfants. Ce n'est pas nécessairement les nôtres, mais les gens regardent. Tous les enfants sont nos enfants à tous. Les enfants sont particulièrement des proies. Je n'ai pas parlé, parce que je n'ai pas le temps de tout dire aujourd'hui, mais bien sûr des réseaux de pédophilie qui sont... Alors là encore, voilà un très bel exemple. On nous dit les programmes EVARS, c'est pour informer les enfants de manière à ce qu'ils évitent les pédophiles. C'est tout le contraire. C'est une effraction psychique, une effraction de la sexualité adulte dans un monde qui leur échappe totalement et qui va commencer à leur faire penser que peut-être c'est normal qu'avec un adulte on puisse faire certaines choses. C'est tout le contraire. Vous voyez encore un bel exemple de cette perversion où les choses sont inversées. Donc il nous faut être absolument solidaires. Je dirais même qu'il va falloir se réveiller un peu plus. Trop moins parler, alors je suis mal placée pour le dire, je parle beaucoup, mais peut-être moins parler et agir plus. Frédéric nous en a donné un exemple, je sais qu'il y a énormément d'associations qui sont là, etc. Mais que ce soit les psys, que ce soit les parents, il faut parler, il faut s'unir, il faut s'aimer également. Il faut essayer d'être vraiment dans la bienveillance, dans l'appui des uns et des autres. Et je suis persuadée qu'on y arrivera, parce que de toute façon, la famille, c'est indéboulonnable, c'est le cœur battant de la plupart des êtres humains, les enfants également, et donc on y arrivera. Mais il va falloir s'unir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, les applaudissements parlent d'eux-mêmes. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre intervention, Marion. Vous me faites penser à un guide, un fabuleux guide qui lève le voile et qui nous dit voilà comment fonctionne, voilà le mécanisme, je vous le montre, avec certitude, clarté, discernement, voilà. Mais ça ne nous empêche pas, avec amour et solidarité, de grandir et que l'humanité à travers nous grandisse. Merci aussi pour le message d'espoir. Merci beaucoup.